Irène Théry, nous allons parler de MeToo. Oui. Quand commence MeToo? Vaste question. J'ai l'impression que 6 ans avant MeToo, il y a un peu une date charnière pour vous qui préfigure ce mouvement. C'est l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Je ne sais pas si l'affaire Dominique Strauss-Kahn préfigure MeToo. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu des événements qui préfigurent vraiment MeToo, au sens d'une parole privée qui devient une parole collective et qui transforme les enjeux sociaux de la question des agressions et des abus sexuels. Il y a eu d'une part un mouvement très important à Chicago en soutien aux femmes noires agressées sexuellement, et il s'appelait déjà MeToo, mais il n'a pas été très connu en dehors des États-Unis. Ce qui veut dire que quand, au moment de l'affaire Weinstein, les actrices s'emparent de cette notion, elle est déjà dans l'air, hein, et elle ne l'invente pas, mais elle lui donne une audience internationale que personne d'autre n'aurait pu avoir. Et puis il y avait eu aussi avant MeToo ce qu'on pourrait appeler, en prenant le nom du film de François Ozon, la parole libérée, c'est-à-dire les mouvements de dénonciation des crimes sexuels et des abus et des harcèlements par les prêtres dans l'Église, qui a commencé aux États-Unis dès les années 90, hein, et qui en France, par exemple, c'est 2 ans avant MeToo que se crée le groupe La Parole Libérée, qui fonctionne exactement pareil, c'est-à-dire ce qui était pour vous un événement intime dont vous ne parliez pas pour des tas de raisons, vous en parlez à d'autres et vous portez en public cette parole collective et ça change quelque chose. Oui. Alors que l'affaire Strauss-Kahn, par exemple, l'affaire Strauss-Kahn, elle est une affaire à l'occasion de laquelle des conflits se sont développés, mais sans justement qu'on parvienne à ce moment-là véritablement à s'accorder. L'affaire Strauss-Kahn, c'est une affaire, quand on la regarde avec le recul, un peu stupéfiante. Par exemple, la façon dont les intellectuels ont volé au secours de Dominique Strauss-Kahn au nom de la présomption d'innocence, sans s'interroger sur la valeur qu'ils accordaient à la parole de la femme de chambre. C'est une vraie question. Le fait qu'on parle de troussage de domestique, aujourd'hui, ça paraît incroyable. Donc, c'est un peu un repère, en effet. Mais pour moi, c'est un repère important, puisque c'est là que je m'engage personnellement, en tout cas, pour souligner que la présomption d'innocence est une valeur fondamentale, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, majeure pour la démocratie, mais qu'elle ne doit pas être un prétexte pour ignorer qu'une personne qui déclare avoir été violentée, une femme en l'occurrence qui déclare avoir été violentée, doit bénéficier de ce que j'ai appelé à l'époque une présomption de véracité. Maintenant, je ne dis plus ça, je dis un crédit de véracité, tout simplement parce qu'il faut être précis dans les mots, on est là pour être précis dans les mots, et la présomption en droit, ça implique de dire où est la charge de la preuve. Donc la charge de la preuve est à l'accusation, c'est ça la présomption d'innocence. Il fallait que ça soit clair, que moi je suis pour qu'elle reste telle qu'elle est. Donc un crédit de véracité, c'est le mot que j'emploie maintenant, et pour dire tout simplement qu'une personne qui se déclare avoir été victime d'agression sexuelle ou de viol est supposée ne pas mentir jusqu'à preuve du contraire. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, si l'affaire Strauss-Kahn nous paraît aussi lointaine, c'est au nom de la présomption d'innocence d'avoir présupposé publiquement qu'on ne pouvait pas accorder de crédit à son accusatrice. Voilà. Pourtant, avant l'affaire Strauss-Kahn, il y a une date qui, pour vous, est une date charnière, c'est 1978, le procès d'Aix, parce que là, vous y insistez assez longuement, c'est la première fois que la conception, disons, traditionnelle du consentement sexuel est véritablement mis sur le tapis, et là, on a l'impression que c'est une véritable brèche qui s'ouvre avec ce procès d'Aix, dont il faut peut-être rappeler un peu les attendus et l'histoire. Tout à fait. Alors là, c'est vraiment là. Je dirais vraiment en effet qu'on a la préhistoire de MeToo, le début de MeToo. Voilà. En fait, moi, je n'oppose pas, si vous voulez,
le féminisme des années 70 et le féminisme contemporain des nouvelles générations. Je pense que le second poursuit le premier avec d'autres sujets. Mais en effet, 1978, deux femmes, un couple de femmes d'ailleurs, c'est important à l'époque, sont violées dans les calanques de Marseille par trois hommes qui déclarent, je la fais courte, elles étaient consentantes. Et dans une plaidoirie historique, Gisèle Halimi, qui est une de leurs deux avocates, dit que le cœur de cette affaire, c'est la question du consentement. Que dès lors que 95% des rapports sexuels ont lieu hors témoin, il suffit que le mis en cause dise « elle était consentante », et voilà que les choses retournent, que c'est à la victime de se justifier, et c'est sur elle que va porter en quelque sorte l'interrogation, le doute, voire l'accusation. Et donc, à l'époque, on n'a pas beaucoup de moyens de répondre à la question posée. Les féministes de l'époque défilent en disant « quand une femme dit non, c'est non ». Donc c'était déjà un premier pas par rapport au temps où on disait « quand une femme du monde dit non, ça veut dire peut-être », quand elle dit peut-être, ça veut dire oui, et quand elle dit oui, elle n'est pas une femme du monde. Là, c'est la fameuse phrase de Georges Bernard Shaw. Donc là, c'était, premier temps, quand une femme dit non, c'est non. Et en effet, c'était un premier moment. Il se trouve que sur le procès d'Aix, la façon dont elles avaient dit non était quand même assez visible parce qu'elles s'étaient battues physiquement, assez fortement, etc. Donc finalement, le procès a été gagné. Il est très important parce qu'il a permis d'inscrire dans le code pénal, une définition du viol. Le viol était déjà un crime en droit français, contrairement à ce que beaucoup pensent, mais il n'était pas défini. Donc il a été défini plus clairement et plus largement aussi qu'il ne l'était avant. Mais à l'époque encore, on pensait, quand il y a un parole contre parole, si on est une démocratie, si on veut respecter les droits des mis en cause, la présomption d'innocence doit lui bénéficier. Alors, ce qui était frappant dans la plaidoirie de Gisèle Halimi, c'est le fait que elle dénonçait le fait que la volonté libre de la femme n'existait pas, quoi, et qu'elle a dû se battre, disons, pour faire entendre ce non que vous évoquez. Oui, elle commençait à avoir cette idée, oui. Mais je pense quand même tout de même que elle défendait clairement cette idée, hein, bien sûr, mais on n'avait pas pris toute la mesure à l'époque du chemin qu'il faudrait faire pour percevoir nous-mêmes, je dirais, l'effet de cette asymétrie construite par des siècles de culture, en fait, entre nos représentations de la sexualité masculine, qu'on considérait comme naturellement entreprenante, on va dire, naturellement conquérante, et une sexualité féminine, au contraire, naturellement modeste, avec derrière ces conceptions une morale différente pour les hommes et les femmes. Et il y a effectivement des hommes qui doivent entreprendre et des femmes qui doivent consentir, et qui doivent consentir avec modestie, etc. Ce que vous appelez aussi la féminité citadelle. Enfin, voilà, une sexualité masculine de conquête, une sexualité féminine de citadelle. Et ce que j'essaye de montrer dans mon livre, c'est que cette asymétrie des représentations se traduit très clairement dans le système de droit et dans les mœurs encore plus, par une double morale pour les hommes et pour les femmes. Hein. A priori, il y a une seule morale sexuelle. Et par exemple, celle du code Napoléon et du code pénal de 1816, c'est là où il y a la bonne sexualité, valorisée par la société, c'est la sexualité en mariage. En dehors du mariage, avec des déclinaisons. C'est une sexualité qui est mal vue, par exemple celle des ouvriers qui ne se marient pas. C'est la sexualité, c'est une sexualité qui peut être condamnée, comme l'homosexualité, comme un vice, une pathologie, tout ça avec des guillemets, etc. Mais cette différence entre une sexualité valorisée, encouragée à l'intérieur du mariage et une sexualité mal vue ou condamnée en dehors du mariage
a toujours reposé sur une double morale pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, elle était absolue, c'est-à-dire que la fille devait arriver vierge au mariage, qu'on ne demandait nullement au mari. Au contraire, le mari devait faire une initiation sexuelle auparavant. Et j'ai toujours été très frappée par cette lettre de Proust à son grand-père à l'âge de 16 ans, où il lui demande 13 francs pour aller au bordel, où il explique d'ailleurs que par rapport à ses mauvaises habitudes, tout le monde est bien d'accord qu'il vaut mieux aller là pour se vider. Se vider. Vous voyez, notre grand écrivain national pouvait, dans sa jeunesse, avoir des mots assez crus. Et donc c'était normal que les hommes aient une sexualité hors mariage. De toute façon, vu la morale conjugale, il valait mieux que la sexualité masculine aille s'épancher ailleurs. Et effectivement, dans la morale bourgeoise, on peut dire du 19e, ou la morale victorienne, etc., suppose qu'il y a un escalier de derrière, je dirais, que les hommes empruntent pour aller au bordel. Et Stefan Zweig, dans Souvenir d'un Européen, ce monde d'hier, a vraiment magnifiquement décrit ce que c'est que ce monde où d'un côté on va hurler d'horreur si une jeune fille de bonne famille fait du vélo, et par ailleurs où on a les maladies vénériennes qui se répandent partout et une prostitution qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc cette double morale pour les hommes et les femmes, elle se traduit par deux choses qui sont très importantes pour aujourd'hui. C'est pas juste pour faire de l'histoire. Oui, je comprends, oui. C'est d'une part une différence par rapport à tout écart à la norme sociale, la norme sexuelle sociale, une surresponsabilisation des femmes et une sous-responsabilisation des hommes. Ça, c'est assez clair. Par exemple, quand l'écart est un écart, on va dire, aux bonnes mœurs, c'est celle qui sera montrée du doigt, c'est la femme, la jeune femme. C'est jamais le séducteur. Le séducteur, il a rien, dans sa réputation, n'a rien à perdre. Alors que celle qui se trouve, par exemple, enceinte hors mariage, eh bien, c'est elle qui sera la fille perdue, etc. Donc, une division, donc une responsabilisation des femmes, à la fois par rapport aux écarts à la bonne moralité publique, et même en cas d'agression sexuelle ou de viol. C'est elle qu'on va se tourner en disant « elle ne s'est pas bien défendue ». C'était à elle de se défendre. Donc, si elle a été violée, elle se trouvait à l'endroit où elle n'aurait pas dû aller, elle était habillée comme elle n'aurait pas dû, elle a laissé faire, elle n'a pas su se défendre, ou les siens n'ont pas su la défendre. Oui, et en même temps, à l'intérieur du mariage, le rapport sexuel forcé n'est pas considéré comme un viol. Oui, et ce qui va ensemble d'ailleurs. C'est-à-dire que, j'étais en train de dire, il y a d'un côté une surresponsabilisation des femmes et une sous-responsabilisation des hommes, et ce qui va avec, il y a une division des femmes en deux, et je vais vous répondre. Donc il y a une division des femmes en deux, les femmes honorables qu'on épouse, et les filles perdues, les catins, les prostituées, les filles mères, qui portent la faute et le déshonneur d'avoir eu une relation sexuelle hors mariage, y compris quand elles sont violées, la honte est sur elles. C'est le mariage, avec cette double morale masculine et féminine, c'est le mariage qui est l'opérateur de la distinction entre permis et interdit sexuel. Et ce qui est frappant, c'est que le mariage institue ce que moi j'appellerais un consentement statutaire de l'épouse. Donc il y a là encore une asymétrie, mais la femme qui se marie devient statutairement consentante à la relation sexuelle avec son mari. Et ça, c'est vrai depuis pendant des siècles et des siècles, parce que au cœur du mariage, il y a ce qu'on appelle alors le devoir conjugal, que la dimension sexuelle est constitutive du rapport de couple, et parce qu'une femme doit obéissance à son mari. Donc, tout cela joint fait que l'idée d'un viol conjugal paraît insensée. Et quand même, quand on rappelle que ça n'est qu'en 1990 que la Cour de cassation, par un arrêt important, a admis qu'il pouvait arriver qu'un mari viole sa femme, ça veut dire que pendant très longtemps, on était sur une autre représentation. Ça n'est pas qu'on ne voyait pas qu'il y avait des violences, y compris sexuelles, on le voyait très bien, mais c'était que on ne s'y intéressait pas dès lors qu'elle avait ce statut.
Et on a du mal à comprendre cette question sur le consentement, parce qu'on se dit, mais le consentement, ou on le constate ou on ne le constate pas. Le consentement ne peut être, comme je le dis dans mon livre, que situationnel. Tel jour, à telle heure, dans telle circonstance, il ou elle consentait ou pas. Et on se dit même, d'ailleurs, s'il consentait ou si elle consentait à tel moment X, peut-être qu'à tel moment Y, elle consentait plus. Et on est tout à fait dans des circonstances de la relation. Mais, il faut le savoir, il y a toujours eu aussi un consentement ou un non-consentement statutaire. Autrefois, c'était le consentement statutaire de la femme mariée quand le mariage était le lieu de la sexualité autorisée. Et je suis très intéressée de découvrir tout à fait récemment la translation, on va dire, de cette dimension statutaire du consentement vers les rapports d'âge et de génération. Aujourd'hui, c'est en référence à un statut d'âge qu'on sera considéré comme non consentant à une relation avec un majeur. C'est quand même 2021, ça, c'est donc tout récent. Oui, c'est tout récent. Alors... voilà. Et donc, vous voyez qu'il y a deux consentements très différents et beaucoup de gens sont perdus parce qu'ils ont du mal à les articuler. Ils ne voient pas le consentement statutaire, en fait, ou le non-consentement statutaire. De façon à cadrer ce que vous retenez du mouvement MeToo, c'est-à-dire le fait que là, on est véritablement dans la rupture par rapport à la notion de consentement féminin passif, évidemment, mais pour montrer que vous êtes un peu parfois sur une ligne de crête, vous inquiétez quand même de ce surinvestissement législatif qui, parfois, remplace peut-être aussi une réflexion plus serrée. Par exemple, quand vous vous demandez comment, concrètement, chacun est supposé s'assurer du libre consentement de l'autre, vous n'êtes pas tellement d'accord avec l'idée de consentement verbalisé qu'on réitérerait plusieurs fois pendant l'acte amoureux. Donc, je voudrais vous entendre sur le plan négatif et positif. Qu'est-ce que vous retenez fortement, précisément de MeToo et qu'est-ce qui, parfois, peut vous inquiéter, d'ailleurs plus aux États-Unis qu'ici, mais aussi ici, dans par exemple, le consentement affirmatif, le bon consentement sexuel. Bon, vous n'êtes pas de celles qui dénoncent le nouvel ordre moral gratuitement, mais il est écrit clairement dans le livre qu'il faut être prudent, en tout cas intelligent. Alors, d'abord, pour répondre à votre question, il faut que je dise en quoi ma vision de MeToo est particulière. C'est-à-dire que pour moi, MeToo n'est pas un mouvement, d'abord, tout à fait nouveau. Hein. Il est l'héritier donc d'un premier temps de dénonciation des violences sexuelles par le féminisme des années 70, qui s'est traduit quand même par un changement du droit et énormément de lois. On serait impressionné de voir, je crois qu'il y a eu 19 lois sur ces questions, donc, et puis un numéro SOS viol, enfin, on ne sort pas de rien de ce point de vue-là, mais effectivement, il y a un saut qualitatif qui est fait par la nouvelle génération quand elle s'attaque à cette question du consentement non libre dans des situations de dissymétrie, parce que c'est votre employeur, c'est votre moniteur, c'est votre mari, c'est votre oncle, c'est votre père, etc. Et où ce qui apparaissait comme une fatalité à ma génération, qu'une femme libre, quelquefois, devait se trouver dans des situations difficiles, cesse d'être considérée comme telle par les nouvelles générations qui disent « mais ce que vous appelez des passages à la casserole, nous on appelle ça des agressions et des viols ». Donc il y a quelque chose de nouveau qui se produit quand ce qui était resté largement une question intime et privée, par ces déclarations multiples, devient une question sociale et politique. Mais ça n'est que la moitié de MeToo. Ça, c'est la moitié de MeToo qui est résumée par un de ces deux slogans, qui est « la honte doit changer de camp ». Et donc, nous ne pouvons plus voir les violences sexuelles de la même façon, nous ne pouvons plus accepter cet héritage qui fait que celle qui a honte de l'agression sexuelle, c'est la victime et ça n'est pas le coupable. Et il faut donc, on peut tout reconsidérer à partir de là, y compris chercher des solutions sur des situations qu'on croyait sans issue, par exemple celle du parole contre parole. Ça, c'est un côté de MeToo. Mais il y a l'autre côté
Donc, je dirais celui-là, il est le plus consensuel parce que il n'y a pas tellement de gens qui s'émeuvent du fait qu'on ait découvert que les entraîneurs de sport s'en prenaient aux athlètes des olympiques. Enfin bon, et ça concerne toutes les couches de la société. Même si on parle moins aujourd'hui des classes populaires, et peut-être on pourra en dire un mot, oui, parce que ça me pose problème. Moi aussi. Et l'autre côté de MeToo, c'est que c'est aussi un mouvement de redéfinition de moi ce que j'appelle la civilité sexuelle ordinaire, c'est-à-dire la règle du jeu social. À quoi on s'attend dans les relations quand on n'est plus dans un ordre sexuel matrimonial tel que celui dont on a hérité du 19e siècle, du Code Napoléon, etc. C'est quoi la nouvelle règle du jeu? Et donc là, on a quelque chose de très différent qui se produit en même temps. C'est pas simplement que des écarts, des transgressions d'une norme claire étaient cachées et sont découvertes. C'est une partie du problème. C'était vraiment des crimes et des délits, quelquefois très graves, qui étaient invisibles, cachés, déniés, etc. C'est que la règle du jeu elle-même change. Et ça, MeToo participe de ce changement et l'accélère. Alors du coup, ce qui est en jeu, là, ça n'est pas du tout des crimes ou des délits. C'est qu'est-ce qu'on pense des attitudes masculines et féminines dans la vie courante. Qu'est-ce qu'on pense, c'est quoi la règle du jeu pour les jeunes gens qui s'initient à la sexualité? Qu'est-ce qu'une jeune fille est en droit d'attendre quand elle va se demander si elle va avoir une relation sexuelle ou pas? Oui. Et là, c'est pour ça que moi qui suis une sociologue du droit, et c'est quand même assez rassurant de s'occuper du droit, j'ai été obligée d'ouvrir vers les mœurs. Parce que dans une société, il n'y a pas juste du droit. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'un des problèmes, c'est la tentation par rapport aux questions, aux dilemmes qui sont posés par ces changements des normes, de traduire tout problème sous un angle pénal. Oui. Donc, les gros lourds, c'est pas très sympathique. Et peut-être qu'un des enjeux de MeToo, c'est justement que les nouvelles générations de garçons ne veulent plus se reconnaître dans certaines images du dragueur, etc., qui tournaient parfois assez mal. Donc, toute situation va être retraduite en question pénale, de délit ou de crime. Ou en soupçon. Ou en soupçon de, ouais. Etc. Donc, c'est vrai que là, on a objectivement une difficulté. Parce que entre ce qui relève du délit ou du crime et ce qui n'en relève pas, ça devient complexe, parce que déjà en soi, le consentement sexuel, c'est quelque chose de complexe, et qu'en plus, la norme de la vie ordinaire change. Alors, le consentement sexuel est une question complexe. Effectivement, quand on passait par le consentement au mariage pour établir le permis et l'interdit sexuel, le consentement au mariage, c'était un consentement qui devait être libre, éclairé, formalisé. Et il engageait, c'était un consentement contrat qui vous engageait. Et il engageait tellement que, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la femme mariée, elle était engagée à dire oui à son mari, qu'elle ait envie ou pas, etc. Aujourd'hui, personne n'aurait plus l'idée de passer par le statut matrimonial des personnes pour se demander si la relation est acceptable par la société ou pas. Par contre, c'est le consentement à la relation sexuelle elle-même, à l'acte sexuel lui-même, qui va faire la part entre ce que notre société admet, et qu'elle considère finalement comme moral, et ce qu'elle n'admet pas. Elle ne va pas se demander quelle était la position, ce qu'ils faisaient, s'ils étaient bon. On ne va pas regarder ça, mais par contre, on va se référer à d'autres valeurs, comme la dignité des personnes, l'autonomie, et on va considérer que c'est là qu'on fait la part des choses. Alors, qu'est-ce que consentir à un acte sexuel? C'est compliqué, ça. Donc, ce que je pense, moi, c'est que justement, les philosophes nous ont appris que dans le consentement, il y avait deux choses. Il y avait l'acte de consentir, je consens, mais il y avait aussi le consentement comme une modalité de l'action. Et je crois que le consentement sexuel, c'est une modalité de la relation. C'est pour ça que c'est compliqué. Et la philosophe Manon Garcia, dans son livre « La conversation des sexes », a très bien montré, et ça m'a beaucoup éclairé, que justement une des erreurs habituelles, c'était de confondre le consentement sexuel avec un contrat qui vous engage.
hein. D'où ces applications où on pourrait consentir. Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce thème de la conversation, il est présent chez vous très tôt. Oui, oui. Dès les années 90. Voilà, oui, mais on s'est retrouvés. Vous êtes savez oui, que chacune a fait son chemin. Elle connaît, c'est pas mon travail, je connaissais pas trop le sien. Mais quand quelque chose est, est dans l'air du temps, finalement, c'est très bien que des personnes par des voies différentes s'y retrouvent. En tout cas, elle, ce qu'elle m'a appris, parce que moi, ça me faisait rigoler, évidemment, les consentements écrits, réitérés toutes les 5 minutes, etc. Mais ce qu'elle m'a appris, qui m'a beaucoup rassuré, au fond, c'est que dans les campus américains, on fait pas ça. On vous fait signer des chartes de consentement affirmatif, effectivement, quand vous inscrivez à l'université, mais quelle est la raison? La raison, c'est que les universités se protègent c'est assurantiel, là, en quelque sorte. Elle se protège de toute accusation en tant qu'institution qui pourrait être portée sur elle quand des viols sont commis sur leur campus. Donc, si elles ont fait signer ces engagements, bon, bah, c'est sûr que les gens sont en tort avec les règles de l'université. Voilà, ça sert à ça. Mais il ne faut pas s'imaginer que ça va aller très loin, ça va prospérer beaucoup, cette idée qu'il faudrait un consentement explicite. Mais ça existe quand même. Dans le débat, il y a une partie du mouvement féministe contemporain qui défend un consentement verbalisé, explicite. C'est une naïveté de mon point de vue, puis c'est une naïveté en plus moralisante. Voilà, il y a toujours eu des gens qui se présentaient pour être les inquisiteurs de la morale des autres. Bon. En tout cas, ça me paraît pas très sérieux d'imaginer ça. Par contre, ce qui me paraît plus sérieux, c'est de voir que ce qui change effectivement, c'est le côté, la mise en cause du côté asymétrique complet qu'il y avait autrefois entre celui qui importune et celle qui décide de se laisser importuner ou pas. Où là, vraiment, il y avait des rôles totalement différents. Ça ne m'appartient pas de dire si les rôles doivent changer et jusqu'où ils doivent changer. Là-dessus, on verra bien ce qui se fera. Mais est-ce que les filles vont plus prendre l'initiative ou pas? On ne sait pas. Mais en revanche, ce qu'on peut voir facilement, c'est que qu'il ait eu l'initiative ou qu'elle l'ait eu, au fond, ceux qui s'engagent dans un rapport de séduction, que l'enjeu soit amoureux ou qu'il soit purement sexuel, ceux qui s'engagent, c'est pas de constater le consentement, c'est de le créer. C'est ça qui est compliqué, que Daniel Mendelssohn avait très bien montré dans son livre L'étreinte fugitive, qui m'avait beaucoup inspiré au moment de l'affaire DSK. Parce qu'il montre que ce qui est en jeu, alors lui, il parlait de l'érotique gay, mais c'est universel en fait. C'est que pour qu'il y ait la loi du désir, on peut dire, c'est effectivement de déséquilibre en déséquilibre. Oui. L'un s'avance et l'autre répond, celui qui a répondu, etc., s'avance à son tour, et effectivement, on s'avance dans des terrains non balisés. C'est pour ça que les gens qui s'horrifient que le prince charmant embrasse la belle au bois dormant, bon, c'est pitoyable, mais il s'est avancé, il a pris le risque d'embrasser, il s'est trouvé qu'il l'a réveillé de son sommeil mortel. Mais dans la vie ordinaire, on s'avance aussi. Un regard, un geste, un mot, et on guette l'approbation, mais qui ne sera pas une approbation devant notaire, ça sera un autre acte pour éveiller votre désir. Alors vous dites un regard, voilà. Il y a des différences selon les pays. Oui, mais ce qu'on veut dire, on ne va pas légiférer sur les rapports amoureux. Par contre, effectivement, dans les mœurs, parce qu'il faut penser aux mœurs, on s'énonce aussi des nouveaux acceptables et inacceptables. Je prends un seul exemple. C'était connu que dans le milieu étudiant, par exemple, il y a des fêtes très arrosées et que dans les fêtes très arrosées, il y a quand même beaucoup de sexe. Et une fille bien saoule, on considérait que c'était pas un problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, en quelques années, l'attitude a changé, en particulier sur qu'est-ce qui peut être un consentement quand une personne est ivre ou qu'elle est droguée. Et aujourd'hui, c'est clair et net. La règle est apparue dans les mœurs, c'est non. Dans ces cas-là, il n'y a pas de consentement libre possible. Donc peu à peu, les gens le savent, ça. Alors, vous dites qu'il ne faut pas tout attendre de la loi, et on va conclure là-dessus. Ne rien attendre des mœurs, ce serait ridicule.
Toutefois, et ça m'a intrigué, mais vous dites, on manque considérablement d'enquêtes empiriques en France. Et c'est vrai que c'est l'impression que cela donne pour un lecteur de journal, disons, ordinaire. On a l'impression que, quand même, là, pour le coup, il faut aller voir Monsieur François Ruffin dans la Somme ou étudier de près les banlieues françaises à la loupe pour avoir, disons, un vrai diagnostic de ce qu'est et de le mouvement MeToo. Vous voyez où je veux en venir? Oui, oui. Il y a alors, d'abord, et ce qu'il faut dire, c'est que MeToo, c'est une nouvelle façon de poser les questions et c'est pas une réponse à tous les sujets. Donc, c'est sûr que quand on établit cette nouvelle civilité du consentement, on va avoir les problèmes de cette civilité du consentement. Et donc, il va falloir y répondre d'une façon qui préserve nos valeurs fondamentales démocratiques. Justement, la liberté, la vie privée sont des valeurs fondamentales. On n'a pas besoin d'avoir des nouveaux inquisiteurs qui viennent nous dire quelle est la bonne morale sexuelle. Il va falloir que ça respecte la liberté. Et donc, on va devant tout un ensemble de questions qui ne sont pas encore réglées. J'en donne quelques exemples à la fin de mon livre, mais par exemple, le fait que pour faire comprendre que les victimes que c'est des questions graves, qu'il y a pour les victimes une atteinte profonde. On a beaucoup insisté sur cette dimension du traumatisme. Sauf que une question qui se pose aujourd'hui, c'est à force de dire que la justice se mesure à l'ampleur du traumatisme, on enferme les victimes dans ce qu'elles ont vécu. Donc une des questions qui est soulevée aujourd'hui, là par exemple la SIAZ, donc la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, est un peu en avance sur la société, c'est de dire si les institutions reconnaissent les crimes subis ou les délits ou les crimes subis, à ce moment-là, les victimes peuvent entamer un cheminement qui va les séparer, en quelque sorte, de leur statut éternel de victime. On n'est pas obligé d'être traumatisé à vie. Voyez, et on peut l'avoir été très gravement, et par exemple, parce qu'on a pu faire valoir son récit, surmonter. Regardez qu'en France, les deux livres les plus connus, ceux qui ont eu le plus d'écho, ceux de Vanessa Springora et de Camille Kouchner, sont deux livres qui racontent des traumatismes énormes, mais qui sont surmontés par le fait de s'approprier son propre récit, sa propre histoire. Donc, il faudra certainement trouver, là encore, des voies pour que plus de personnes puissent justement bénéficier de cette possibilité. Donc, il y a beaucoup de questions, et parmi toutes ces questions, il y a effectivement l'inégalité sociale. Ça, c'est quelque chose dont on parle peu, parce que c'est vrai qu'il y a des abus sexuels du haut en bas de l'échelle sociale. Un Festen, par exemple, ça vous montrait l'inceste dans une famille bourgeoise, upper class, etc. Et on a bien vu aussi, parmi les personnalités qui ont été mises en cause dans MeToo, voilà, il y a des personnes qui sont connues. Mais ce qui est vrai, c'est que le changement social global que je vous décris, c'est-à-dire cette nouvelle civilité sexuelle, elle s'oppose à la civilité traditionnelle, avec partage des rôles, mariage, un peu de secret de famille, honneur, etc. Mais dans les classes populaires, cette morale traditionnelle demeure très forte. Hein, et cette idée, par exemple, que c'est aux filles de protéger leur honneur, qu'une fille qui couche une fois, c'est déjà une fille facile, 2 fois, c'est une pute, 3 fois, on peut faire ce qu'on veut avec elle, 4 fois, on la viole comme on veut, c'est quelque chose qui existe. Donc si on devait conclure que sur une affaire, c'est l'affaire Shaina. L'affaire Shaina, elle est exemplaire de ça, parce que c'est une jeune fille qui a 13 ans, accepte de donner à un copain des photos intimes, chose qui est demandée à énormément de jeunes filles aujourd'hui dans les collèges, qui ne se méfient pas. Le type met ça sur les réseaux sociaux, elle devient une fille facile, elle porte plainte. Punition, viol collectif en réunion dans un endroit désaffecté, viol filmé par les types eux-mêmes, tellement ils se sentent dans l'impunité totale, et insultes, etc. Elle reporte plainte
bon, elle devient la pute de la cité. Voilà. C'est-à-dire que c'est le phénomène vraiment traditionnel poussé à l'extrême, que c'est la victime qui devient la coupable parce que elle est insultée, elle n'est plus rien, on peut tout faire avec elle. Donc ça va très loin puisqu'à 15 ans, quand elle apprend, elle a finalement quand même un petit ami, mais le petit ami ne veut pas qu'on le sache, parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il est en couple avec la pute de la cité, il faut voir ça. Et je mets tout des guillemets là-dedans, bien sûr. Et parce que sa seule faute, c'est d'avoir porté plainte, et on veut la punir de ça. Et elle lui apprend qu'elle est enceinte. Il est terrifié à l'idée que ses copains vont savoir qu'il est en couple avec elle. Il la poignarde et il la brûle vive. Et loin que cette affaire ait suscité pendant longtemps la solidarité collective qu'elle aurait dû avoir, combien de fois a-t-on entendu dire sur cette affaire ou d'autres de ce genre, attention de ne pas stigmatiser les cités, les garçons des classes populaires, attention de ne pas s'en prendre aux racisés, etc. Bon, et je trouve qu'on est justement au moment où je vous parle dans un petit changement, il y a une petite prise de conscience là, que MeToo ne s'arrête pas à la porte des cités. MeToo est une exigence de justice pour toutes, y compris pour les pauvres, les filles d'immigrés, quelle que soit la couleur de peau et la religion des filles. Il n'y a pas à faire une omerta au nom de l'antiracisme, etc. Là, il y a vraiment une vraie question qui est à peine ouverte devant nous aujourd'hui.